Démarrer ce webinaire. Alors, juste un petit réglage, voilà. Bien, ben, merci encore une fois de vous connecter pour ce webinaire qui sur le thème de que vaut mon affaire, ma franchise, mon fonds de commerce. Et sans plus attendre, ben, je voudrais remercier Sylvain de nous avoir rejoints, Sylvain Gilibert de la société Atometrix, qui va se présenter. C'est une société avec qui nous travaillons et avec laquelle nous sommes partenaires parce que dans le cadre justement de nos expertises, nous utilisons les outils et les solutions qu'Atometrix propose, des solutions pertinentes. Mais je laisse le soin à Sylvain de se présenter et présenter Atometrix. Je te laisse la parole, Sylvain. Ouais, très bien. Merci beaucoup, Stéphane, et merci à Ability de nous proposer d'intervenir. Peut-être mettre Comme Stéphane vous l'a expliqué, moi je suis le cofondateur d'Atometrix, et donc nous sommes partenaires de Stéphane et d'Ability à travers nos solutions. Donc je vais vous dire en quelques mots en fait qui on est et ce qu'on fait. Pendant que Stéphane, je pense, a un problème de son, donc du coup je vous propose de commencer sans les supports. Donc en gros, Atometrix, on est une société spécialisée dans l'analyse économique et on propose notamment des solutions qui permettent de faire des études de marché avec un aspect ultra local. Euh, En gros, on a une architecture technique qui comprend une base de données qui regroupe en fait toutes les informations clés sur le marché des entreprises, on va dire traditionnelles, donc des TPE, PME, et notamment celles qui sont dans le secteur du CHR, qui est le secteur qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Voilà, on a été créé fin 2016 et donc notre solution principale, ça prend la forme d'une plateforme SaaS en fait. Donc c'est un site internet en gros qui permet de manière automatisée de faire des analyses de marché. Voilà Stéphane, si tu nous entends. Donc là, voilà pour revenir sur ce qu'on s'est dit. Donc on propose des outils d'intelligence économique. Stéphane, si tu veux, tu peux peut-être montrer un peu les données qu'on utilise. Voilà, donc les données, en fait, on est connecté à un certain nombre de bases qui proposent des informations qui sont structurées et surtout qui sont officielles, donc fiables et vérifiables. On peut passer à la slide suivante si tu le souhaites. Voilà, donc pour reprendre les types de données, comme je vous l'expliquais, on a différents types de données qui sont proposées et offertes dans l'interface. Des données économiques sur les entreprises, financières, donc sur les comptes des entreprises. Également pour le CHR, des données qualitatives qui permettent de bien catégoriser en fait les entreprises qui sont dans la base par exemple type de cuisine ou classement pour l'hôtellerie, des données sur les transactions et notamment les ventes de fonds de commerce et les ventes immobilières, des données légales comme par exemple les procédures collectives, et puis d'autres données qui vont compléter. Alors c'est plus des données partenariales qui vont compléter notamment les données sur les comptes des entreprises qui sont disponibles dans l'open data. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Notre approche, donc, on va appliquer un processus de traitement à ces données pour justement en assurer la robustesse. Donc, on va les mettre à jour de manière continue. On va vérifier la cohérence de chacune des données extraites des sources, les géolocaliser de manière systématique pour donner cette dimension locale dont je vous parlais tout à l'heure, faire des calculs qui vont permettre de donner du sens et donc de transformer la donnée en information, l'historiser et puis les rendre disponibles à travers des sites internet, dont celui que Stéphane utilise. Voilà. Enfin, donc notre approche, c'est vraiment, comme je vous le disais, agréger ces trois niveaux: base de données, analyse, donc traitement des données, et puis interface. Et je pense qu'on peut passer au dernier point, qui est nos clients. Donc, on travaille principalement avec des banques qui vont instruire les demandes de financement avec notre outil, par exemple, des experts comptables, et puis des entreprises et des cabinets de conseil qui accompagnent les créateurs et les dirigeants dans la gestion de leur entreprise ou dans la création ou la reprise de sociétés comme ce qu'on va traiter ici. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, en ce qui Stéphane, me concerne, je ne ton t'entends plus. micro est coupé tout simplement sur l'application.
Voilà. Bon, c'est activé. Oui, merci Sylvain. Donc, en ce qui nous concerne, Ability, qui est la société Ability? Ability est un organisme de formation et un cabinet d'expertise. Agitateur de compétences parce que certainement, vous qui êtes derrière l'écran, vous avez un projet. Que ce soit un projet de création, un projet de reprise, un projet de croissance externe dans le cadre d'une entreprise qui souhaite se développer, ou tout simplement le souhait de vouloir se former avec des compétences liées à l'estimation, l'approche et la valorisation de commerce, entreprise et d'hôtellerie. Nous sommes spécialisés sur le secteur de l'hôtellerie-restauration et l'immobilier professionnel et de façon plus générale auprès des commerces et entreprises. Notre groupe, nous sommes une filiale du cabinet Stangelin, cabinet d'expertise comptable et juridique sur Paris. Et nous avons donc la filiale Ability, l'organisme de formation expertise, et nous avons une marque commune à l'ensemble de nos entités, qui est la marque Mon Service Pro. Mon Service Pro est un service de délégation de mission pour les spécialistes de la transaction, et plus particulièrement sur les recherches de financement, protection du dirigeant et sécurisation de projets. Notre équipe est composée de Gilles Bossigère, expert comptable, commissaire aux comptes, président du cabinet Stangelin, mais également président associé du cabinet Ability. Et puis, nous avons également Wendy. Merci Wendy de ta présence et ta participation à ce webinaire. Tout simplement, je vais te laisser la parole, Wendy, pour te présenter. Merci beaucoup Stéphane. Bonjour à tous, donc je suis Wendy, une ancienne professionnelle de l'hôtellerie de luxe et de la restauration. J'ai une expérience solide en tant que responsable de secteur en conciergerie d'entreprise et aujourd'hui c'est en tant qu'assistante de direction que j'accompagne Stéphane dans cette nouvelle aventure Ability. Donc je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire qui s'annonce instructif et souhaite la bienvenue à Sylvain d'Atometrix. Si vous avez des questions à nous poser, il est possible de le faire en cliquant sur le point d'interrogation. Vous pouvez également lever la main et nous pourrons vous donner la parole à la fin du webinaire. Donc, je ne sais pas si on pourra prendre le temps d'étudier toutes les questions. Cependant, je m'engage à vous y répondre individuellement à la fin du webinaire. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Merci Wendy. Et pour ma part, Stéphane Corr, expert immobilier, agréé auprès de la Chambre des experts immobiliers de France, de la FNAIM, formateur certifié ICPF Pro, et puis une riche expérience dans le secteur de la transaction de fonds de commerce auprès du leader national de la transaction de fonds de commerce et entreprises, le groupe Michel Simon, avec la casquette hôtellerie. Et puis également une expérience en tant que directeur d'exploitation dans l'hôtellerie. Et puis, j'interviens également en tant qu'animateur auprès d'un blog des experts pour le journal de l'hôtellerie. Les valeurs de notre cabinet, c'est savoir-faire, savoir-être, être réactif, innover, respecter, garantir et attester et certifier l'ensemble de nos travaux, que ce soit dans la démarche Calliope pour tout ce qui est formation, mais également auprès de toutes les expertises que nous pouvons réaliser auprès des commerces et des entreprises. En un mot, s'il y avait une citation à retenir, ce serait celle-ci. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Merci de votre attention pour ces présentations qui étaient essentielles. Alors, sans plus attendre, essayons de répondre objectivement à cette question intéressante et pertinente. Que vaut mon affaire, ma franchise, mon fonds de commerce ou mes murs commerciaux ou les titres de ma société? Et comment se comporte le marché de la transaction aujourd'hui? Donc, avant de rentrer dans le détail, il est important de regarder comment se comporte le marché. Quelle est la situation aujourd'hui du marché de la transaction et plus particulièrement sur le secteur qui nous concerne, c'est-à-dire le secteur du CHR. Premier constat, ce n'est pas un scoop, mais on l'a vu qu'en 2020 et 2021, il y avait une baisse des exploitations. Allez, bon an, mal an, aux alentours des 30-35% par rapport à une année, on va dire, dite classique ou normale par rapport à 2019. Donc, ce sont les chiffres annoncés au niveau national, avec des régions fortement impactées comme Paris et l'Île-de-France qui ont souffert beaucoup plus de ces périodes de confinement, mais pas que, puisque Paris et l'Île-de-France a également souffert des différentes manifestations sociales, l'impact également des actions terrorisme qui a freiné, on va dire, la fréquentation des clientèles étrangères,
Bref, tout ceci conjugué fait que Paris et l'Île-de-France étaient fortement impactés par cette crise sanitaire. Et d'autres régions qui s'en tirent plutôt bien. Je pense notamment au secteur du littoral où les affaires et les exploitations ont moins été impactées par cette baisse. Donc une moyenne, voilà, pour faire 30-35%, il y en a qui sont un peu plus, il y en a qui sont un peu moins. C'est un peu le chiffre qu'il faut retenir. En parallèle, et Sylvain rentrera peut-être dans le détail tout à l'heure, donc rapidement, le nombre de liquidations, on aurait pu penser qu'il y aurait eu des dégâts et beaucoup d'affaires en liquidation ou en redressement. C'est pas le cas et Sylvain vous montrera quelques chiffres tout à l'heure par rapport à cette situation. Quelles sont les menaces ou les opportunités de la profession? Les menaces par rapport au marché de la transaction ou par rapport à vos projets de cession ou de reprise, on ne peut pas faire fi, et on ne le souhaite pas bien sûr, qu'il y ait une quatrième vague et une reprise de la Covid, mais on ne peut pas faire fi non plus de cette hypothèse. C'est peut-être aussi des normes sanitaires plus draconiennes qui viendraient s'ajouter déjà aux réglementations qui sont en vigueur et qui viendraient alourdir ces mesures. Le changement des mœurs de consommation et de fréquentation des CHR, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une opportunité? L'avenir nous le dira. Comment les clientèles vont réagir par rapport à l'après, on va dire, période de crise? Un point quand même qui est important et qu'il faut prendre en considération dans le cadre d'une cession ou dans le cadre d'une reprise, c'est la gestion des ressources humaines en CHR. C'est vraiment un point sur lequel il faut se focaliser et sur lequel il faut être attentif parce que il y a un problème de recrutement et d'hébergement du personnel saisonnier, plus particulièrement sur les affaires de littoral ou des affaires en montagne. Donc c'est vraiment un sujet sensible. Et il y a des démarches qui sont entreprises avec les syndicats, avec le gouvernement, avec les élus locaux ou départementaux ou régionaux pour trouver des solutions à ça parce que le secteur recrute et éprouve des difficultés à recruter parce que voilà, par rapport à toutes ces contraintes et aussi par rapport aux pressions foncières qui font que les propriétaires d'exploitation ne peuvent pas investir pour proposer de l'hébergement saisonnier à leur personnel. Donc ça, c'est un point important et fondamental qu'il faut tenir compte. Également, l'engagement des banques par rapport aux différents financements de reprise. Les banques aujourd'hui souhaitent avoir des dossiers beaucoup plus sécurisés avec des apports conséquents pour pouvoir assurer et financer et accompagner le porteur de projet dans son projet de reprise. Et puis, quid des liquidations à venir? Du fait qu'il n'y a pas eu de liquidation significative pendant cette période de confinement, est-ce que c'est latent et est-ce que c'est des liquidations qui vont évoluer de façon exponentielle à l'avenir? On le verra. Pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Les opportunités sont nombreuses et c'est ça aussi qui est intéressant sur le marché, c'est que les aides qui ont été mises en place par l'État ont permis justement d'assurer et de maintenir les exploitations à flot, pour preuve la baisse du nombre de liquidations. Et on a vu également à l'ouverture en période de crise des établissements une évolution exponentielle des exploitations avec des fréquentations à la hausse, des tickets moyens supplémentaires, tout ceci synonyme d'évolution de chiffre d'affaires et de l'activité. La solidarité des consommateurs, l'engagement des banques. Alors, je vous disais que c'était une menace, mais on voit aussi que c'est des opportunités, puisqu'on voit apparaître certaines banques qui n'étaient pas forcément présentes sur le marché du CHR, qui se disent, bah, c'est peut-être l'occasion à nous de conquérir de nouvelles parts de marché, de se positionner sur le marché du CHR, et donc on voit apparaître de nouveaux financeurs sur le marché. Ça, c'est plutôt de bon augure et plutôt positif pour les transactions. Et puis, les opportunités, c'est aussi vous, professionnels, de par vos motivations, votre passion du métier, votre envie de reprendre ou d'entreprendre, et surtout la capacité de la profession à s'adapter à toutes les situations. Et pour preuve, encore une fois, les différentes périodes de confinement nous l'ont permis de constater. Un mot sur l'offre et la demande. Déjà, caractérisons-nous l'offre et la demande. L'offre, c'est le potentiel des affaires qui sont à la vente ou susceptibles d'être
en vente. L'offre, elle est stable. Il n'y a pas eu d'augmentation significative. La demande, c'est-à-dire les porteurs de projets, les créateurs qui souhaitent créer, reprendre, investir dans le secteur du CHR, elle est stable, voire en légère augmentation en 2020 et 2021 par rapport à 2019. Et ça, c'est vraiment un point aussi significatif, encourageant, parce qu'il y a toujours un intérêt pour ce secteur d'activité. Ce qui fait que l'offre et la demande est relativement stable, et ce qui n'a pas perturbé de façon significative le marché, et on n'a pas vu de déséquilibre notoire par rapport à ça. Quelles sont les perspectives? Les perspectives sont encourageantes avec les différents critères économiques qui nous sont parvenus, le PIB, les croissances, le taux de chômage, mais également l'intérêt toujours pour le secteur des investisseurs et également les différentes mesures que l'État prévoit de mettre en place dans le cadre de la loi des finances 2022. Et plus particulièrement l'exonération de la plus-value sur la cession des fonds de commerce. C'est une mesure qui avait déjà été mise en place dans les années 2010 et qui avait très bien fonctionné. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but du webinaire, mais pour faire simple, en synthèse, il s'agit donc de donner un coup de pouce aux transactions et donc de jouer sur la plus-value pour le cédant et d'améliorer également donc les conditions d'accès pour l'acquéreur. Donc, en fait, c'est un principe gagnant-gagnant pour un investisseur et pour un cédant. Et les perspectives encourageantes aussi, on constate que les dossiers qui sont sécurisés pour une cession n'ont pas trop de difficultés non plus à se financer dans leur globalité. Voilà ce qu'on peut dire sur le marché. Concernant les données générales du contexte, je vais peut-être laisser la parole à Sylvain qui va rentrer plus dans le détail chiffré ou des éléments plus précis là-dessus. Avec plaisir, merci Stéphane. Donc on peut par exemple regarder le panorama des créations d'entreprises en France pour illustrer un petit peu ce que tu évoquais. Donc là, on voit l'évolution du nombre d'établissements en fait en France depuis 2015, et on voit qu'on est sur une hausse constante du nombre d'établissements, avec un point important, des métiers de proximité qui représentent bon an mal an environ 24% du total. Et donc en juin 2021, c'est-à-dire vraiment il y a quelques mois, on comptait 2 980 000 établissements actifs dans les métiers de proximité. Donc encore en hausse par rapport au chiffre de 2020, vous l'avez vu. Et en ce qui concerne les ventes de fonds de commerce, donc on regarde le nombre de transactions. En vert, les colonnes vous indiquent le nombre de transactions qui ont été réalisées, tous secteurs confondus, et la ligne en rouge vous montre le prix médian. Donc on voit qu'on est sur un prix médian aux alentours de 90 000 euros depuis 3 ans. Donc il n'y a pas eu d'impact majeur, en tout cas sur ces 2 dernières années, malgré une baisse en 2020 du nombre des transactions sur le prix médian. Le chiffre de 2021 n'étant pas sur une année complète, évidemment, il faut bien prendre ça en compte quand on regarde son niveau. C'est un chiffre qui va augmenter d'ici la fin de l'année. Ensuite, sur la partie de droite, là, vous voyez ce que représentent les métiers de proximité dans les transactions. Et ce qu'on peut voir quand on fait le compte des transactions qui portent sur des métiers de proximité, là encore, c'est leur poids prépondérant parmi les sessions de fonds de commerce. Donc, c'est vraiment les métiers de proximité qui sont les plus représentés. Donc, si je peux compléter, Sylvain, donc il s'agit ici confondu toutes les activités de proximité, que ce soit la supérette, l'alimentation, les métiers de bouche et le CHR englobé. Ça ne concerne pas uniquement le CHR. Tout à fait. Alors, je pense qu'on détaille le CHR juste en slide suivante. Stéphane, si je peux me permettre, dans les carrés en haut à droite, voilà, il y a d'autres slides. Voilà, exactement. Donc là, on a voulu vous montrer en juin, en fait, 2021, la part représentée par le CHR dans les transactions et qui est assez représentative de son niveau général. Donc, ça représente 44% des ventes de fonds de commerce dans les métiers de proximité. Donc, il y en a d'autres, la santé, l'artisanat, BTP, fabrication, l'artisanat, service, le commerce alimentaire et non alimentaire. Mais voilà, le CHR a quand même représente près de la moitié en fait des transactions au sein des métiers de proximité.
Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour les éléments de contexte. Ok, entendu. Et Donc, il y a également une autre slide qui n'a pas été lue. Du coup, c'était voilà, dans la partie droite, panorama des créations. Là, tu es dans vente de fonds de commerce, donc retour en arrière. mais on va avancer. Ouais. Voilà, et donc panorama des créations, il y a un carré aussi en haut à droite. Exactement. Ça illustre le fait que le nombre des fermetures diminue, hein. Et comme tu l'as expliqué, c'est aussi l'effet des aides d'État qui ont été mises en place et qui font que le nombre de fermetures diminue de manière assez importante. Et je pense qu'il y a une autre slide juste après, si tu fais défiler. On revient à la slide principale. Mais bon, en gros, Ouais, c'est ça. on montre aussi que voilà, on a vraiment une baisse continue des procédures collectives. Et c'est également le résultat, comme tu l'indiquais, de toutes les aides qui ont été mises en place, mais aussi finalement de la structure du marché et puis des réserves de trésorerie qui ont pu être faites par les acteurs dans le domaine du CHR grâce aux mesures qui ont été mises en place. En synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché, il est plutôt rassurant pour quelqu'un qui aura un projet de céder son entreprise, son fonds de commerce, quel que soit le secteur d'activité. Mais c'est aussi rassurant pour un acquéreur ou un créateur qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà, il y a un marché qui est plutôt rassurant et des perspectives qui sont encourageantes, qui sont vraiment très intéressantes. Alors maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de rentrer un petit peu plus dans l'approche des estimations, des évaluations. Parce que pour répondre à la question que vaut mon affaire, il est important de savoir sur quoi on va se baser pour donner une estimation, une valeur, une expertise de son établissement. Sur quels critères? Et aussi pour se poser la question, estimer quoi? Parce qu'on peut très bien estimer un fonds de commerce seul, on peut très bien estimer les murs commerciaux de l'entreprise seule, ou bien les deux, ou lorsque l'entreprise est sous forme sociétale, on peut également faire estimer les titres de la société dans le cadre d'une transaction de titres. Donc à partir de quelle méthode et sur quels critères? Alors les critères, on va les parcourir ici pêle-mêle. Ils sont nombreux et la liste est non exhaustive, mais vous avez ici à l'écran donc pêle-mêle différents critères qu'il convient d'analyser, rentrer dans le détail et expertiser chaque point. Comme le bail commercial, qui est un élément important dans le cadre d'une transaction de fonds de commerce, par exemple. Donc, le bail commercial, l'aspect juridique, mais également l'état général de l'affaire avec le matériel ou les qualités intrinsèques de l'affaire. Le marché, on en a parlé. C'est important également d'analyser les indicateurs commerciaux, comme par exemple dans l'hôtellerie, on va s'attarder sur la ventilation du chiffre d'affaires, la saisonnalité, les prix moyens, le TO, donc le taux d'occupation, et puis des indicateurs plus spécifiques à l'hôtellerie comme le RevPAR, revenu per available room, ou le RevPAC ou le Prime Cost, qui sont des indicateurs spécifiques à la profession. Les équipements, la potentialité du secteur ou du commerce, la fiscalité, les différentes analyses, la notoriété, les qualités intrinsèques de l'établissement, la classification, bien sûr l'analyse du compte de résultat et du bilan de l'affaire. Les notions de surface aussi ont leur importance. Et lorsqu'on est en expertise et lorsqu'on est dans la partie immobilière, il peut y avoir plusieurs notions de surface, comme la surface utile brute, la surface utile nette, la surface réelle, la surface cadastrale. Je ne vais pas les parcourir toutes, elles sont nombreuses. Et donc, il est pertinent de se positionner sur de quelle surface parlons-nous. Donc, tout ça, ce sont des aspects un peu techniques que l'on approche dans le cadre d'une expertise. On va analyser également le taux d'effort. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Encore une fois, on ne va pas rentrer dans la technique, mais pour faire simple, c'est un ratio qui correspond au rapport entre le total des coûts immobiliers du commerce. Donc, le commerce, s'il doit supporter son loyer, les impôts fonciers, lorsque l'impôt foncier est à la charge de l'exploitant, et les différentes charges immobilières ou locatives, on va le comparer par rapport au chiffre d'affaires réel ou prévisionnel lorsque c'est dans le cadre d'une création. Et on va ainsi analyser l'importance de la location, de l'immobilier sur l'exploitation.
que l'on appelle le taux d'effort. Alors ici, vous avez un petit exemple. Si par exemple, votre affaire, elle fait un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros, le loyer de 8 000 euros par mois, c'est un loyer à 96 000 euros à l'année. Donc, votre loyer, 96 000 euros par rapport à 1,5 million, ça fait un loyer qui est ici sur une base ou un pourcentage de 6,40%. Si on considère que le loyer normal pour cette activité, dans cet exemple, est de 10%, ça veut dire qu'on peut faire un taux d'effort de 3,6%, donc on peut augmenter le loyer et partir sur un loyer à 150 000 euros qui correspond à 10%, donc de 1,5 million. Voilà, on va parcourir tous les exemples, mais c'est juste pour voilà, faire un petit focus sur le taux d'effort qui peut s'apprécier, parce que des fois, quand on a une affaire, le loyer peut être important par rapport à quoi? Important par rapport à son activité. Et on va regarder si effectivement c'est un taux d'effort à la hausse ou un taux d'effort à la baisse, puisque ça va dans les deux sens, qu'il faut réaliser. Donc le taux d'effort est important. Et puis, bien sûr, l'offre et la demande, l'urbanisme, les plus-values, la valeur locative, les facteurs clés de succès donc de l'affaire. La flat tax aussi. En flat tax, ce sont des termes un peu techniques qui ni plus ni moins que le prélèvement forfaitaire unique qu'on appelle aussi le PFU. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais pour votre information, vous retrouverez donc sur le site du cabinet Stanchelin différentes bulles qui sont très intéressantes et très pertinentes et très bien faites par rapport à cette synthèse concernant les dividendes ou les flat tax. Au même titre que lorsqu'il s'agit d'une donation avant cession, nous avons Claire, qui est aussi parmi nous à l'occasion de ce webinaire, qui est donc ingénieur patrimonial au niveau du cabinet Stanchelin et qui intervient sur tout ce qui est cession, succession, donation avant cession et qui vous fait un focus aussi sur cet aspect-là. Donc, voyez-vous que cette liste qui est non exhaustive, ce sont tous les critères qu'on va prendre en considération et il y en a encore d'autres pour analyser, estimer, évaluer et expertiser l'affaire. Alors après, pour estimer quoi? On l'a vu tout à l'heure, on peut estimer un fonds de commerce, les murs commerciaux, les deux, fonds de commerce et murs commerciaux, ou bien les titres de société. Et là aussi, en fonction de l'activité, en fonction de l'entreprise, il existe une multitude de méthodes pour apprécier, approcher la partie estimation, évaluation. Vous avez ici à l'écran, on va dire, les plus usuels rencontrés dans la profession, qu'on appelle la méthode par le BE retraité, donc l'excédent brut retraité, l'excédent brut d'exploitation, pardon, un raccourci par rapport au chiffre d'affaires, et puis différentes méthodes, et notamment une méthode qui est efficace et qui est la méthode dite des comparaisons. Et justement, les outils et les solutions que propose Atometrix nous permettent d'avoir des appréciations et des méthodes de comparaison précises, factuelles, objectives. Et puis, vous avez d'autres méthodes, la méthode du goodwill, là on va rentrer plus dans la comptabilité plus précise. Et puis, il existe encore une autre multitude de méthodes ce qu'on rencontre principalement aussi dans le secteur de l'immobilier, par le revenu, par le bilan promoteur, par le sol et construction. Donc, en fonction de la situation, en fonction du commerce ou de l'entreprise, on utilisera celle qui est la plus appropriée, celle qui est la plus pertinente pour tel et tel secteur d'activité. Donc, les plus usuels, vous avez des raccourcis par le CA et par le BE retraité. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à partir d'un chiffre d'affaires, d'appliquer un coefficient, un pourcentage et de dire voilà, si mon chiffre d'affaires c'est 550 000 et que votre activité, on estime entre 65 et 75, voilà, ça donnera un raccourci. Alors, méfiez-vous quand même de ces raccourcis qui sont intéressants en soi parce que ça nous donne une tendance, mais ce n'est pas une finalité en soi justement, puisque ce n'est pas assez précis. Vous voyez que les fourchettes sont larges. Il faut vraiment rentrer dans le détail, l'analyse et les différents critères qu'on a vus précédemment pour pouvoir apprécier plus objectivement la valeur du fonds ou de l'entreprise. Et pareil, si on utilise le coefficient par le BE,
on va estimer, on va recalculer le BE retraité et à partir d'un coefficient et de l'activité et du secteur géographique où se situe l'affaire, il va y avoir différents coefficients, 2, 3, 4, 5, 6. Et là aussi, on va avoir des fourchettes qui peuvent être des fois très, très élastiques, très, très larges. Et donc, il convient justement, nous, en tant qu'experts, d'affiner ces fourchettes-là pour donner vraiment des valeurs plus précises. Donc, voilà un petit peu les différentes techniques et les différentes méthodes d'évaluation qui existent. Sylvain, tu as peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ça? Pardon, ça y est, je ne suis plus en mute. Oui, en fait, mais je pense qu'on va y revenir un petit peu après. Nous, on raisonne avec une approche qui intègre 7 étapes qui nous semblent importantes d'être suivies. Et surtout, moi, je voudrais insister sur la différence entre une valorisation et puis un prix. Donc, juste pour dire quelques mots en fait et qui vont compléter les éléments que tu as indiqués. Nous, ce qu'on recommande comme étape dans une évaluation, c'est de bien comprendre dans quel contexte on se situe. Est-ce que c'est par exemple une acquisition, une cession? Est-ce qu'on veut plutôt faire une expertise qui a par exemple une force probante auprès des autorités fiscales? Enfin, en fonction du contexte de l'évaluation, déjà, on va suivre des objectifs différents et donc on peut, dans l'analyse, avoir des points de vue et appliquer des méthodes qui peuvent être un peu différentes. Ensuite, comprendre la nature de l'actif, c'est le deuxième point. Il y a des actifs qui sont plus complexes que d'autres. Alors en général, quand on est sur des fonds de commerce, sur des actifs immobiliers, on est sur des actifs entre guillemets simples. Mais par exemple, si vous faites la valorisation d'un hôtel qui a des caractéristiques bien particulières de par son emplacement, de par sa nature, on peut avoir un niveau de complexité plus important. Et donc, tout ça va se traduire par la disponibilité ou pas de transactions comparables sur le marché. Comme l'indiquait Stéphane, les outils d'intelligence économique qu'on propose permettent d'accéder par exemple à l'intégralité des ventes de fonds de commerce qui ont été réalisées avec des niveaux de multiples quand on peut les calculer. Mais bien évidemment, ces références en termes de transactions vont avoir des limites pour des biens qui sont éminemment complexes. Et voilà, donc il faut bien être conscient de ces limites et les intégrer dans son approche. Ensuite, sélectionner une approche. Alors, Stéphane en a cité plein. Nous, pour résumer, on dit qu'il y a 3 catégories d'approches. Il y a celles qui sont basées sur le revenu, celles qui sont basées sur des comparables et celles qui sont patrimoniales, donc qui touchent les méthodes basées sur l'analyse des comptes. Donc, toutes ces méthodes ont été évoquées par Stéphane. Et ce qui va être important, c'est de cumuler les approches pour bien avoir une vision objective et plusieurs faisceaux d'indices sur la valorisation. Ensuite, prendre en compte les facteurs externes et les facteurs internes. Les facteurs externes, c'est le marché, finalement le contexte dans lequel on évolue et sur lequel on a assez peu de leviers, de maîtrise. Et puis, on a des facteurs internes qui, là, sont vraiment liés à la gestion de l'entreprise et à ses spécificités. Donc, ça peut être la qualité des revenus, ça peut être l'équipe qui est en place, la présence de le fait d'être situé sur un bon emplacement, etc. Donc tout ça, ça doit aussi être appréhendé. On doit déterminer un intervalle de valeur pour essayer justement de ne pas avoir un point de vue unique et absolu, mais de comprendre dans quel champ est-ce que la négociation et puis la valeur de l'actif va s'établir. Et donc en général, ce champ, il est compris entre le prix minimum qui serait acceptable par le vendeur. En dessous de ce prix, il n'y aura pas de transaction si on se place dans une dynamique de transaction, et puis le prix maximum qui serait acceptable par l'acquéreur. Au-delà de ce prix, l'acquéreur n'achète pas et donc il n'y a pas de transaction non plus. Et puis ensuite, pour établir un prix parmi cet intervalle de valeur, d'où la distinction encore une fois entre un prix et puis un niveau de valorisation, il va se passer une négociation. Et cette négociation, très souvent, elle va refléter la meilleure alternative qui va être disponible pour un acquéreur et pour un vendeur. Voilà, on peut avoir un grand écart entre la valorisation et le prix. Par exemple, si vous avez un acquéreur qui veut absolument cet emplacement et qui a un portefeuille, des moyens illimités, il se peut que le prix se fixe très très au-dessus de la valeur. On peut avoir l'effet exact inverse, c'est-à-dire un niveau de valorisation assez élevé, beaucoup d'offres, peu de demandes au moment où vous mettez votre bien en vente,
Et à ce moment, vous aurez un écart qui va être défavorable entre le prix et la valorisation. Voilà ce que je voulais ajouter sur justement ces processus d'évaluation. D'où l'intérêt de s'adresser à un expert pour prendre en compte toute cette dynamique et toutes les caractéristiques de la valorisation. Merci Sylvain, c'est un complément d'information et effectivement, comme tu l'as dit, il faut vraiment rentrer dans le détail pour pouvoir donner un prix avec une fourchette basse, une fourchette hausse pour que l'affaire soit estimée expertisée sur des bases encore une fois factuelles et complètes sur lesquelles il y a eu un diagnostic pointu de réaliser. Ce qu'on peut préciser également, c'est que l'objectif de l'expertise va vous permettre lorsqu'il s'agit par exemple d'un bien atypique ou d'un commerce situé dans un endroit atypique, un complexe hôtelier par exemple, une entreprise, donc il est important, donc, étant donné que c'est une affaire pas comme les autres, de vraiment se positionner dans une expertise précise. Ça peut être également pour un cédant qui souhaite présenter un dossier complet à ses éventuels acquéreurs, c'est-à-dire que dans le cadre de l'expertise, on va respecter la charte des experts immobiliers de France, qui est donc un cahier des charges relativement complet, qu'on retrouve tous les éléments dans le cadre d'une expertise. Et lorsqu'on remet ce document, ce rapport, cette expertise, en fait, ça permet d'avoir aussi un dossier complet de présentation à un éventuel repreneur, et donc avec l'ensemble des éléments qui seront listés dans ce dossier. Mais ça peut être également pour un porteur de projet ou un acquéreur qui, par exemple, aurait trouvé un bien, un commerce, une entreprise, et sur lequel, avant de signer, avant de s'engager officiellement dans la reprise de cette entreprise, d'avoir un avis contradictoire pour pouvoir mieux se positionner et prendre une décision plus objective. Mais ça peut être également l'intérêt d'une expertise dans le cadre de la valorisation d'un actif de commerce. Prenons un exemple. Lorsque il s'agit par exemple d'un hôtel qui a été acheté il y a 15 ans. Voilà. Imaginons que l'affaire a été achetée à 1 million d'euros. Le repreneur a fait et a travaillé dans cette affaire et l'a fait fructifier. Et aujourd'hui, l'affaire, elle est évaluée à 2 millions d'euros. Pour autant, à l'actif du bilan, elle est toujours indiquée 1 million d'euros. Et donc, pour pouvoir le valoriser sur la valeur du fonds de commerce actuel, il va falloir donc faire une expertise et commissionner également un commissaire aux comptes, qu'on appelle un commissaire aux apports, pour pouvoir revaloriser cet actif. Et puis aussi, l'expertise se permet de compléter et d'avoir un dossier de demande de financement complet, un dossier bancaire qui va rassurer également le banquier de par justement l'expertise et l'ensemble des éléments qui figureront dans ce dossier. Donc voilà les différents objectifs qu'il peut y avoir lorsqu'on se positionne sur une expertise. Alors le process pour faire une expertise, on vous transférera après ce webinaire un exemple de rapport d'expertise et on vous indiquera la démarche à suivre s'il y a un intérêt pour vous de commander une expertise ou pas. Les garanties également, c'est que toutes nos expertises sont garanties, encore une fois, dans le respect de la charte des experts immobiliers de France. Nous nous engageons également à une réactivité concernant nos rapports d'expertise, mais c'est aussi la garantie, au travers de nos expertises, d'avoir des données d'exploitation de marché à jour et factuelles. Et justement, grâce à nos solutions, grâce à notre partenariat avec Atometrix et tous les éléments et les outils et les services que vous a présenté Sylvain, mais c'est également la garantie d'outils digitaux adaptés pour chaque présentation. C'est-à-dire nos expertises, on fait un rapport d'expertise classique, mais on a également des supports digitaux et numériques, un peu comme cette présentation du webinar, au travers d'outils qui sont intéressants et qui peuvent vous aider à convaincre également vos partenaires. Et puis, bien sûr, nos experts sont certifiés et validés pour pouvoir faire ces expertises-là. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous apporter comme précision concernant les estimations et les expertises. On peut maintenant peut-être compléter cette approche-là avec quelques données du marché. Alors, Sylvain, je te laisse la parole, ou du moins on les a déjà vues ensemble. Hein.
On va peut-être Oui, pas je pense qu'on en a vu une bonne partie, mais on va avoir quelques informations complémentaires ici. Donc là, on recense en juin 2021 481 624 établissements actifs dans le secteur du CHR. Et là, ce qu'on montre, c'est en gros la répartition géographique de ces établissements sur les principales régions et puis évidemment les régions restantes. La plus grande région étant l'Île-de-France, suivie de l'Auvergne-Rhône-Alpes, puis Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est. Ensuite, on peut aller effectivement sur le panorama sur la santé des établissements, où là, on voit l'évolution, le suivi mensuel des procédures collectives, plus spécifiquement dans le secteur du CHR depuis le 2019. La courbe de tendance qu'on vous montre indique bien une baisse constante en fait du nombre de procédures collectives sur cette activité. Et puis enfin sur les transactions de fonds de commerce, donc là on voit en vert, c'est la même représentation que tout à l'heure, le nombre de ventes de fonds de commerce dans le secteur du CHR, avec évidemment une baisse importante en avril et en mai 2020 du fait des confinements et puis du ralentissement des traitements par les tribunaux de commerce, et puis du prix médian. Et donc on voit finalement qu'on a malgré tout une certaine stabilité dans le nombre de transactions, même si on a une baisse en fait en 2021. Mais on voit qu'au mois de juin, on a une augmentation assez forte. Et on voit que le prix médian, il évolue dans un chenal entre en gros 80 000 et 110 000 euros, avec vraiment une stabilité sur ce prix médian en fait, qui est assez peu impacté par les événements qu'on a connus. Encore une fois, Stéphane, il y avait d'autres slides à l'intérieur de chacune des parties. Si jamais... Oui. Donc, voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est la répartition des ventes de fonds de commerce en juin 2021. Donc, le prix médian, depuis 2019, il reste entre 90 et on va dire 120 000 euros, c'est ce que je vous avais indiqué. Et donc, on voit que les régions les plus qui ont montré le plus grand nombre de sessions, on retrouve les mêmes régions que celles qu'on avait indiquées tout à l'heure, avec donc l'Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Donc c'est vraiment les régions dans lesquelles on voit le plus de sessions de fonds de commerce. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels on... Non, ça devrait être bon. C'est bon, d'accord. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Donc voilà, en synthèse, et avant de vous laisser la parole, et peut-être que Wendy va nous dire qu'il y a quelques questions sur lesquelles il serait intéressant de répondre, et avant de passer à l'échange. En conclusion, que vaut mon affaire, ma franchise, mon fonds de commerce? On ne peut pas répondre de façon très directe en disant voilà, ça vaut 90-100% de votre chiffre d'affaires. Vous l'avez bien compris, il faut vraiment rentrer dans le détail, dans l'analyse, dans l'expertise de votre commerce ou de votre entreprise pour vraiment avoir une estimation, une approche objective au travers de tout l'échange qu'on a pu avoir avec Sylvain. Donc peut-être Wendy, tu as relevé des questions ou peut-être qu'on peut ouvrir les micros si quelqu'un souhaite te poser une question. Alors, pour le moment, les questions que j'ai reçues sont assez précises en fait sur des cas particuliers auxquels on va sûrement préférer répondre et prendre le temps d'y répondre individuellement à la fin de ce webinaire. Cependant, j'ai une question qui peut intéresser la majorité d'entre nous. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a une perte de valeur de son affaire suite à la fermeture administrative des établissements durant plusieurs mois à cause de la Covid? Donc, ça a été plus ou moins répondu, mais peut-être avoir une réponse un peu plus générale sur cette question-là. Sylvain, je te laisse répondre. Tu veux que je réponde ou tu complètes comme tu veux? Et comme tu sais, si tu veux, tu peux commencer à répondre et puis je compléterai. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je te laisse répondre et je compléterai si tu veux. C'est une question pertinente et légitime parce qu'effectivement, si je me mets à la place d'un cédant qui a son entreprise et qui souhaite vendre son affaire, en 2020, 2021, on arrive dans des périodes où les exploitations ne sont pas sur des durées, on va dire, normales, compte tenu justement des périodes de fermeture liées aux périodes de confinement. Et donc, il y a eu un impact
On l'a vu tout à l'heure en introduction, environ 30-35%, c'est à peu près la fourchette qu'il faut retourner. Et donc, du coup, il peut y avoir un impact sur la valeur du fonds de commerce. En théorie, oui. En pratique, non, parce qu'en pratique, on va prendre en considération, bien sûr, cet élément qui est exceptionnel, qui n'est jamais arrivé auparavant, et les différents acteurs du marché, que ce soit les banquiers ou les différents financeurs, l'ont bien intégré. Donc, on va partir sur une année, on va dire, normale, quitte à retravailler et à restructurer le compte d'exploitation économique avec prendre en considération les chiffres constatés dans les périodes d'ouverture. Donc, c'est pour ça qu'on va rentrer vraiment dans la technique, l'analyse de chaque affaire pour ne pas que le cédant ne soit impacté par ces périodes de fermeture que vous avez subies, quoi. Donc, on va vraiment analyser tout ça et on ne va pas retenir l'année 2021 ou 2020. On va retenir une moyenne plus objective et encore une fois, à partir d'un raisonnement économique. Voilà, moi je confirme en fait, en tout cas sur la base de ce qu'on observe, il n'y a pas un impact qui est clairement identifiable. Alors même si effectivement on a moins de revenus sur l'année 2020, puisque mécaniquement on a fermé une partie de l'année, mais comme on le voit, les prix médians n'ont pas forcément évolué et les niveaux de valorisation pour l'instant pas encore non plus. Pourquoi? Parce que en fait, quand on achète un bien, on se positionne aussi sur l'avenir. Donc ce qui va compter, c'est pas forcément le risque qui s'est déjà réalisé, mais plutôt ceux qu'on peut attendre quand on va détenir l'établissement sur la capacité à réaliser un chiffre d'affaires donné. Donc c'est plus le niveau d'incertitude sur l'avenir, à mon avis, qui peut peser sur un niveau de valorisation, qui doit être pris en compte aussi, hein. Mais on voit que, voilà, grosso modo, les établissements réouvrent. On a un vaccin, on a quand même pas mal de nouvelles qui sont rassurantes. Donc voilà, je pense que l'impact est effectivement, s'il existe, assez modéré. Autre point, ce qui va aussi potentiellement générer un ajustement vers le bas du prix, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de biens qui soient disponibles en difficulté, en cessation de paiement, en procédure collective. Or, on a vu que les procédures collectives, pour l'instant, n'augmentent pas, voire diminuent. Donc cet aspect-là aussi fait que pour l'instant, ça ne crée pas un ajustement des prix vers le bas, et en tout cas, on n'observe pas du tout ce phénomène. Excusez-moi. Merci beaucoup d'avoir répondu. Est-ce que Stéphane, il y a quelque chose à ajouter? Non, l'essentiel a été dit et je rejoins complètement Sylvain sur ces analyses-là. Et donc, je n'ai pas autre chose à rajouter par rapport à cette question-là. D'accord. Et j'ai deux autres questions de la part d'une personne qui sont aussi très pertinentes. Kian qui demande si le taux d'effort justifie une hausse du loyer, quelles sont les marges de manœuvre pour le propriétaire des murs de réévaluer le loyer qui est réglementé par le contrat de bail, réévaluation selon la hausse de l'indice des loyers généralement. Et sa deuxième question concerne si une hausse de loyer entraîne une dévalorisation du fonds de commerce, est-ce que le propriétaire est responsable de cette baisse si le propriétaire du fonds souhaite vendre? Voilà, j'ai deux questions. Alors, il y a deux questions en une. On va déjà s'attarder sur la première question, qui est aussi une question pertinente. Préalablement, et c'est important de revenir sur la relation qu'il peut y avoir entre le propriétaire des murs et le propriétaire du fonds de commerce. Cette relation-là se concrétise et se schématise par un contrat. Un contrat qu'on appelle un bail commercial. Donc, dans le bail commercial, il est important de voir l'aspect juridique et ce qui est indiqué dans le bail pour savoir quelles sont les obligations du bailleur d'une part et quelles sont les obligations du locataire d'autre part. Du coup, là, je vais peut-être couper le micro de Wendy, ce qui doit peut-être taper. Ah, excusez-moi. Donc, oui, je disais qu'il faut analyser le bail. Après, le taux d'effort, on ne peut pas impacter le travail de l'exploitant au propriétaire des murs. Maintenant, il y a un indice qui est l'indice
sur les loyers qu'il convient d'apprécier. Et il faut regarder si effectivement le loyer est cohérent par rapport à l'activité, par rapport au marché également, sur le secteur géographique où est située l'affaire en question, et regarder s'il y a une cohérence de loyer par rapport au marché. Si on constate qu'il y a une incohérence, qu'elle soit à la baisse ou à la hausse, si elle est à la hausse, il y a des recours possibles pour revenir sur un loyer, on va dire, plus acceptable, si on peut s'exprimer ainsi. Si c'est à la baisse, le propriétaire a aussi la possibilité de réévaluer le loyer, alors dans un cadre bien précis. Tout dépendra encore une fois de ce qu'il y a d'indiqué dans le bail commercial. Donc à ce titre-là, l'aspect juridique et l'analyse du bail est importante, est prédominante, et il faut vraiment rentrer dans le détail. Donc on va regarder ces aspects. Et sinon, il y a la deuxième question, Wendy, si tu peux me la reformuler. Oui, bien sûr. Il demandait, est-ce que le propriétaire est responsable de la baisse s'il souhaite vendre son fonds? Non, le propriétaire n'est pas responsable de la baisse de l'exploitation du propriétaire du fonds de commerce. C'est le propriétaire du fonds de commerce, c'est charge à lui justement de développer son exploitation et de faire le nécessaire pour que son exploitation voilà, soit viable et soit en évolution. Mais on ne peut pas impacter le propriétaire sur l'exploitation du propriétaire du fonds de commerce. Merci beaucoup, Stéphane. Est-ce que Sylvain, vous avez quelque chose à ajouter? Non, pas sur ces aspects, j'avoue, qui sont voilà, pas dans mon champ de compétences. Mais, Très bien. J'ai une dernière question, il me semble, de Cyril, qui demande si les difficultés à embaucher peuvent jouer sur une dévaluation du fonds de commerce. On l'a vu tout à l'heure, effectivement, dans les différents critères qui sont à prendre en considération, et j'avais fait un préambule également sur l'analyse du marché en insistant sur les ressources humaines, pardon, parce que c'est vraiment un point sensible. Un point sensible, on le voit, on l'entend, les médias en parlent, les syndicats proposent actuellement des mesures pour faciliter l'embauche. Et puis, il y a aussi un petit peu une désinfection de la profession. Ce qui pose problème, c'est principalement dans la restauration, ce sont les coupures entre le service du midi et le service du soir. Le fait qu'un salarié n'ait pas une continuité dans ses horaires dans la journée, ça pose problème. C'est moins impactant pour les affaires qui sont en ville, puisque généralement, ils arrivent maintenant à s'organiser pour proposer des services continus. Donc ça, c'est un peu moins impactant. Mais de façon objective, oui, c'est un point qui peut être qui peut impacter la négociation, la transaction. Et c'est encore plus vrai dans les affaires qui sont, on va dire, qui ont un impact saisonnier. Je pense aux affaires qui sont dans les stations de sport d'hiver, mais je pense également aux affaires qui sont en littoral, qui sont impactées par la saison d'été d'une part et par la saison d'hiver d'autre part. Je le disais tout à l'heure, beaucoup d'hôteliers, beaucoup de restaurateurs et de commerçants trouvent des solutions pour embaucher le personnel en investissant dans le foncier. Mais comme on est dans des stations balnéaires ou de sport d'hiver, le foncier flambe et le foncier a un impact important et il devient compliqué pour les entreprises d'investir dans le foncier, dans l'immobilier, pour proposer du logement à ses salariés. Et dans ce cadre-là, effectivement, ça peut impacter une transaction à la baisse ou dans la négociation, du moins, si dans le secteur concerné, il y a des difficultés de recrutement et d'hébergement. Notamment, encore une fois, je me répète, mais surtout sur les affaires dites saisonnières. Donc, mais après, il n'y a pas que cet élément non plus. Il faut englober cet élément sur l'ensemble des autres critères et apprécier. Donc, d'où l'intérêt aussi vraiment de rentrer dans une expertise. Et encore une fois, on ne peut pas faire un raccourci en disant l'affaire, elle vaut X% du chiffre d'affaires. Ça vaut ce que ça vaut, c'est un indicateur comme un autre, mais on ne peut pas s'appuyer que sur cet élément. Et donc, il faut vraiment
analyser tout cela. Eh bien, merci beaucoup Stéphane, ainsi que Sylvain. Si vous n'avez pas d'autres éléments à ajouter. Juste pour compléter en Oui. fait sur ce que Stéphane disait, en fait sur ces problématiques de recrutement, si c'est une problématique générale sur tout le marché, ça va impacter tout le monde pareil, donc relativement le prix d'une affaire par rapport à une autre va pas bouger. Mais comme Stéphane l'indiquait aussi, admettons que sur une zone en particulier, ce soit beaucoup plus difficile de recruter que sur une autre, ou que de par la configuration en fait du fonds, on a accès facilement à un hébergement pour une partie du personnel ou que le personnel clé, ça peut être un facteur d'appréciation vraiment spécifique de cette affaire par rapport justement à son marché. C'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer dans le détail, au-delà juste de la considération générale du marché, mais vraiment regarder comment est-ce que le fonds est caractérisé pour avoir, voilà, pour bien déterminer sa valorisation par rapport à l'ensemble de son marché. Oui, et on peut rajouter aussi que les entreprises qui ont anticipé ces difficultés et qui ont investi au fil des années dans l'acquisition de foncier pour justement proposer des solutions d'hébergement à leurs salariés, par rapport à d'autres qui n'ont pas anticipé cet élément et qui ne peuvent pas proposer malheureusement de solutions d'hébergement, c'est plutôt aussi un atout pour l'entreprise parce que justement sur ce marché local ou oui, vraiment très local, très ciblé, ils vont pouvoir faire la différence et embaucher plus facilement que leurs confrères qui ne proposeraient peut-être pas ce type de solution d'hébergement. Donc vous voyez, ça va aussi encore une fois dans les deux sens et il faut vraiment analyser en détail. Oui. Très bien. Bah oui, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a bien répondu aux questions qui ont été posées. J'en ai pas, en tout cas, de plus général à vous transmettre. On peut peut-être passer aux opportunités. Voilà, donc les opportunités, notre société, cabinet Ability, Wendy et moi-même, nous sommes à votre disposition pour tout ce qui est vos travaux, donc ou vos demandes d'expertise. Donc, s'il y a des points particuliers qu'on ne peut pas évoquer forcément en public, on est à votre disposition pour entrer dans le détail de vos projets ou de vos questions précises. Et on se tient à votre disposition pour proposer éventuellement un devis pour l'expertise de votre entreprise. Donc voilà. Et puis nous avons également une offre de formation qui concerne donc les évaluations des CHR. On a une prochaine session qui va se dérouler du mardi 18 au jeudi 20 juin en immersion, qui sera complétée par le 24 et le 25 janvier prochain par une classe virtuelle. Et c'est une formation qui a pour objectif de devenir spécialiste en évaluation des CHR, savoir également expertiser un établissement CHR et plus particulièrement un hôtel ou un complexe hôtelier, connaître dans le détail le marché qu'on a survolé, qu'on a parcouru ce matin ensemble et maîtriser les particularités des CHR. Et c'est une formation qui s'adresse principalement aux professionnels de l'hôtellerie, aux professionnels de l'immobilier, mais également aux notaires, aux avocats, banquiers, experts comptables, aux investisseurs, repreneurs et pour toute personne qui est en conversion, qui veut se positionner sur le marché de l'hôtellerie. Donc nous restons à votre disposition avec Wendy pour répondre à vos questions ou vous donner plus d'informations concernant les différents services que l'on vous propose. Et nous sommes joignables donc à l'adresse email qui s'affiche ici à l'écran ou bien donc au numéro de téléphone qui s'affiche ici. Et vous avez notre site internet sur lequel vous allez retrouver l'ensemble de nos services. Alors, il y a quelque chose d'autre à ajouter, Wendy? Non, c'est bien. Je voulais juste effectivement ajouter que grâce à notre certification Calliope, qui est un référentiel national de qualité, vous allez pouvoir bénéficier du coup de vos fonds de formation, qu'elles soient nationales ou dans vos OPCO. Entendu. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci encore une fois, Sylvain, pour ta disponibilité et ces conseils avisés et cet œil d'expert. Et merci encore une fois à Atometrix pour toutes les solutions qu'ils proposent et les services qui sont vraiment très pertinents et que nous, on utilise au quotidien dans notre secteur d'activité.
Sylvain, tu as Merci beaucoup de. Ouais. Non, bah voilà, merci beaucoup de nous avoir conviés. Voilà, c'était un plaisir de participer à ce webinaire avec vous. J'espère qu'il était instructif pour les participants. Ça l'a été pour moi en tout cas. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à tous. Et donc, on va, Wendy, je crois qu'il y aura donc une suite au webinaire. Vous aurez donc une enquête qui vous sera communiquée. Et puis, si vous voulez, encore une fois, des documents complémentaires, on est à votre disposition. En tout cas, merci à tous. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation, plein de bonnes affaires. Et puis, voilà, que vos projets se concrétisent. Et merci de votre attention. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.